Bonsoir, il est tard déjà. Donc je suis le dernier, je vais essayer de garder le talk le plus captivant possible. Donc je suis Jean-Marc Lazare, je suis le fondateur d'Open Data Soft. Et on a parlé de data beaucoup, d'usage, mais beaucoup de données depuis tout à l'heure. Et moi j'ai une conviction, c'est que le partage des données, c'est l'avenir des big data. En tout cas, ce qu'on va en faire et comment on va les partager ensemble, comment on va mieux les réutiliser, c'est ça qui fera qu'on leur donnera la valeur. Donc finalement, c'est un talk sur la valeur des données, si tant est qu'on puisse leur en donner une. Alors c'est vrai que quand on parle de données, qu'on soit une entreprise, une organisation, tout de suite c'est « oula, ça a de la valeur, attention, touche pas ». Moi je vais les valoriser mieux que toi, il y a du business derrière. Il y en a qui disent c'est le pétrole de demain, le pétrole je le garde et puis après je mets un robinet et je le diffuse. Donc ça c'est une réaction naturelle et quand vous commencez à parler à une entreprise ou une organisation de mieux réutiliser ces données, c'est le premier réflexe. Et puis après, il y a une tentation de se dire, attention, il y a plein de nouvelles technologies, là, les big data, c'est super. Donc là, c'est le solutionnisme dont on a parlé tout à l'heure. C'est comment est-ce que je vais bien utiliser tout ça, une bonne approche assez traditionnelle, la performance, la puissance, et ça, je vais le faire par moi-même, une espèce de course à l'échalote qui fait qu'on sera meilleur que le voisin. Et là, ça y est, on a remis la tête dans le guidon, on va regarder les données, on va les analyser dans tous les sens, et on va avoir des technologies incroyables pour faire ça. Alors ça, c'est une façon de voir la valeur des données. On se dit, bon, ok, elles ont de la valeur parce que c'est moi qui les produis, c'est les miennes, je ne touche pas. Elles ont de la valeur parce qu'il y a des technologies incroyables que seul moi, je vais être capable d'utiliser. Et puis après, il y a la promesse. Alors la promesse, c'est la boule de cristal. Ces données-là, il y a des gens qui vont m'aider à les analyser. Moi aussi, je vais bien les analyser. Je vais prédire le comportement de mes consommateurs. Je vais prédire l'avenir. Et là, d'un seul coup, ça devient magique. Le big data, c'est magique. Il y en a qui disent quand même, big data, c'est un peu big blabla. Alors, après, quand on a mis tout ça en œuvre, parce qu'il y a plein de gens qui font ça depuis longtemps, on se dit, c'est dingue, j'ai dû recruter des compétences incroyables, j'ai passé un temps fou, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Finalement, j'ai pas encore beaucoup innové. Alors c'est sûr, je suis un assureur, j'ai amélioré un peu le score d'octroi parce que mes modèles prédictifs marchent mieux. Je suis un industriel, j'ai amélioré mes modèles de prédiction de maintenance et finalement, il y a un peu moins d'accidents. C'est très important, évidemment. Mais finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Et finalement, les gens avec qui on travaille, nous, c'est plutôt des industriels, des assureurs qui ont ces problématiques-là. On leur dit, mais vous ne regardez pas le problème sous le bon angle. La donnée, regardez ce qu'en font les nouveaux acteurs du web, les pure players, les Uber. Parce que tous, ils nous disent, on a peur de se faire uberiser. Même EDF nous dit, on a peur de se faire uberiser. C'est incroyable. Je ne les voyais pas trop comme des chauffeurs taxi, et pourtant, c'est leur crainte. Il y a des gens qui vont se mettre entre eux. Pourquoi ? Parce que finalement, ils ne raisonnent pas opportunité. Et quand on a toutes ces données aujourd'hui sous la main, on a parlé d'open data, mais finalement, tous les objets connectés, le quantified self, si on le regarde à chaque fois sous l'angle simplement de la mesure de son altitude, quand on fait un trek, ou du pouls, de la mesure du pouls, effectivement, on ne voit pas bien l'intérêt. Maintenant, si on commence à mélanger ces données ensemble et à se dire que finalement, si j'ai une bonne idée sur la façon de les utiliser et que je peux m'en servir pour améliorer la vie au quotidien de mes clients, des citoyens, de mes proches, à ce moment-là, il y a des opportunités incroyables. Et vous, en tant qu'ingénieur, et probablement pour certains, en tant que futur entrepreneur, vous allez avoir des idées qui vont finalement germer de l'opportunité d'utilisation des données. Et nous, on voit ça au quotidien. Et on commence à voir du coup des phénomènes assez nouveaux d'acteurs qui finalement, avant, travaillaient chacun dans leur coin, « touche pas à mes données, je me débrouille surtout, ou alors tu vas payer très cher ». Ils vont commencer à travailler ensemble. Alors, une petite pause maintenant, je vais vous poser une question. Puisque là, on vient de voir, on peut parler de la réutilisation des données. Est-ce que vous voyez un point commun entre toutes ces images ? Alors évidemment, vu la thématique de la journée et ce que je viens de vous dire avant, vous avez peut-être une petite idée. C'est que tous ces objets ou toutes ces choses sont connectés ou connectables, produisent de la donnée tant qu'elles en consomment. Alors, on va me dire, c'est gadget, encore du quantified self, encore des choses finalement qui vont permettre de commander plus rapidement des packs d'Evian parce que Danone a mis ça, vous donne une magnette de réassort automatique. Pas réellement. En fait, on se rend compte qu'à travers cette démarche qui d'un côté dit la donnée a de la valeur à travers l'usage et qu'en même temps, on voit ces objets connectés se créer, qui sont faits, et pour les chiens, par des grands laboratoires pharmaceutiques, et en bas par une grande marque d'agroalimentaire, c'est que finalement, il y a aussi une problématique de collecte de données. Donc ces gens-là, ils développent des objets connectés, et vous, dans votre future vie, si vous travaillez chez un industriel, dans une grande plateforme du web, ou en tant qu'entrepreneur, vous allez vous poser la question de cette collecte de données. Donc,
la valeur de la donnée, elle est de bout en bout. Elle est à la fois dans le lien que vous allez créer avec la personne qui crée la donnée, ou l'animal qui crée la donnée dans ce cas précis, ou plutôt son maître, et finalement la valeur d'usage que vous aurez à l'autre bout de la chaîne. Donc on voit effectivement qu'on est dans un environnement un petit peu complexe et que l'enjeu est évidemment de tirer des nouveaux usages de tout ça. Alors on entre, et on revient, et c'est mon propos finalement, sur la thématique d'observer et d'innover, sur une nouvelle façon d'innover. On se rend compte qu'il y a des données de plus en plus facilement accessibles, avec des gens qui, comme ils ne savent plus trop quoi en faire, ils ont dépensé beaucoup d'argent, bon, ils jettent un peu l'éponge, puis ils se rendent compte que même en tant que grande entreprise, ils ne savent plus innover. En tout cas, ils se rendent compte que le potentiel d'innovation, il est en dehors de chez eux. Les taxis, ils n'ont pas compris que le potentiel d'innovation, il était chez Uber. Ils auraient pu le faire eux-mêmes, ils n'ont pas fait comme ça. Voilà, donc maintenant, quand EDF ou Sanofi ne veut pas se faire uberiser, je vais quand même partager mes données et commencer à les mettre à disposition. Vous ne savez peut-être pas qu'il y a des grands labos pharmaceutiques nord-américains qui ont mis à disposition des données d'essais cliniques gratuitement, librement, parce qu'ils se sont dit finalement, ce ne sont pas nos centaines de chercheurs R&D qui arriveront tout seuls, on doit partager ces données-là pour que d'autres nous aident à co-créer et à innover avec. Vous ne savez peut-être pas, ou vous savez peut-être que des grands industriels comme Ford maintenant mettent à disposition de façon complètement ouverte tout le système d'accès aux données et les données elles-mêmes issues des ordinateurs de bord, parce qu'ils se disent on n'arrivera pas à innover tout seul. Alors de façon cynique, on pourrait dire c'est parce qu'ils sentent qu'ils ne seront pas capables de résister au Google Car. Peut-être, mais en tout cas ça les a fait bouger et c'est intéressant de voir que les modèles industriels et la façon dont les chaînes de valeur évoluent sont en train de se transformer complètement. Alors le lien avec l'open data, c'est un peu ma définition, c'est qu'on voit que en tout cas des acteurs qui initialement ne partageaient pas se mettent à ouvrir et à partager et à co-créer. Alors pourquoi tout ça? Parce que bon, c'est bêtement peut-être une démarche industrielle. Pour moi, il y a 3 enjeux. Il y en a un, et on verra que ça ne concerne pas que les acteurs publics, c'est qu'il est de notre responsabilité, soit en tant que gouvernement, local, une ville ou centrale, une administration, mais aussi d'entreprise, à partir du moment où, à travers la donnée, on veut garder le lien avec ses consommateurs parce qu'ils nous donnent leurs données et on leur fabrique des services sans contrepartie, il est de notre responsabilité de leur rendre quelque chose et d'être responsable et d'être accountable, comme disent les amis anglo-saxons, donc de rendre compte. Alors c'est vrai pour les acteurs publics, une ville, et ça c'est très important, on voit qu'effectivement de l'open data vient le fait de rendre compte. Quand une ville publie un tableau de bord, ça paraît anodin, ce sont des graphiques comme on aurait pu en produire il y a 10 ans. La vraie différence, c'est que déjà on rend compte. Donc on voit qu'il y a un lien cette fois-ci avec les citoyens qui vont s'emparer de ces choses-là et qui vont pouvoir s'exprimer et dire je ne suis pas d'accord, je suis d'accord. Mais on voit un deuxième effet, c'est évidemment l'effet d'émulation. Quand 2 villes publient des tableaux de bord, elles se comparent, et elles se comparent positivement parce qu'il y a un effet d'émulation. Et on voit qu'il y a une transformation effectivement du fait qu'on ouvre les données, qui est un peu plus indirect que de rêver d'une application magique basée sur les données publiques récemment ouvertes. Il y a un effet de comparaison et c'est très important. Il y a un deuxième point important, c'est effectivement la capacité d'innover un peu différemment. On change les codes. On a d'un seul coup un nouveau matériau, une nouvelle énergie qui est la data, et on va pouvoir s'en servir de façon totalement différente. J'ai des données que je n'avais pas avant, elles sont gratuites, je peux les réutiliser librement. J'ai mes données à moi, et peut-être qu'en les mélangeant, je vais inventer un nouveau service, je vais peut-être créer une nouvelle start-up qui sera la star de demain, je vais peut-être améliorer la vie de mes citoyens. Alors un petit exemple, vous allez me dire, et on me dit souvent, bon c'est sympa les portails open data, donc là vous avez celui de la ville de Paris, mais je pourrais vous en montrer d'autres. Ils ont publié très bien les emplacements des étalages et terrasses autorisés par les commerces et les trottoirs, et la hauteur des trottoirs et les tracés de trottoirs à Paris. Super, belle affaire, ça va servir à 3 personnes. Si c'est ça l'open data, merci. Alors, voilà à quoi ça sert. Alors ça, c'est sur Rennes. Mais ça sert à des gens qui vont dire « Ok, ces données-là, ça va me permettre quoi ? Ça va permettre de faire de la créativité et ça va permettre de créer une application pour les gens qui ont des problèmes de mobilité parce qu'ils ont un handicap ou un fauteuil roulant. C'est vrai que si vous allez sur un calculateur d'itinéraire bien connu ou même d'autres, ça ne tient pas compte, effectivement, quand vous prenez le choix itinéraire piéton, de la hauteur des trottoirs. Donc le trajet piéton pour fauteuil roulant, il n'existe pas, à vrai dire, dans l'intérieur. Donc ça permet à des gens de créer de nouveaux services. Alors là, on me rétorque encore « Ah, belle affaire, super, ça sert à 3 personnes, tout ça pour ça. » Ouais, enfin, excusez-moi, ça sert à 3 personnes qui avant étaient complètement marginalisées, en tout cas dans les services qu'on leur proposait. Donc on voit qu'effectivement, il y a des communautés d'intérêt, ici une communauté d'intérêt qui a des problématiques pour se déplacer, effectivement, qui tire parti de la donnée ouverte. Donc on voit qu'effectivement, en termes d'innovation, c'est bien l'usage, c'est bien un usage non couvert qui a été permis par de l'ouverture de données.
Donc on voit effectivement que les gains sont énormes. Alors après, si on sort de cette problématique-là, on voit que, et j'aurais pu passer 1 heure à vous parler d'innovations qui sont basées sur l'ouverture de données des entreprises. Ici, vous voyez des entreprises de transport qui vont faire des modèles prédictifs. Donc la suite, c'est de dire, quand vous voulez réserver un vélo, l'équivalent du Vélib à Bordeaux, maintenant vous avez une application qui vous indique s'il est opportun ou pas d'y aller, parce qu'a priori, à cette heure-ci, sur la base de votre comportement et de l'historique de la fréquentation passée, vous avez une chance de trouver ou pas un vélo, ou s'il vaut mieux partir 5 minutes avant ou dans un quart d'heure. Voilà, donc on voit les usages qui se développent et des nouveaux modèles économiques qui se développent grâce à la réutilisation de la donnée. Et vous me direz, ce sont des exemples précis. Mais si on va un petit peu plus loin, et pardon d'aller outre-Atlantique, la taille du territoire et peut-être l'antériorité dans la démarche d'ouverture des données, y compris des entreprises, est un petit peu plus grande. Vous avez maintenant un jour aux États-Unis, le National Day of Civic Hacking, où toutes les villes, toutes celles qui sont engagées dans ce mouvement-là, il y en a un certain nombre, disent ben voilà, on a ouvert les données, les parties prenantes du territoire, qui sont les opérateurs de transport, qui sont ceux qui exploitent les réseaux d'eau, ceux qui gèrent les lieux culturels, qui sont souvent des entreprises privées, dans un pays où le service public est moins concentré, mettent à disposition un maximum de données, de telle sorte qu'ensemble, les citoyens, c'est-à-dire vous, des ingénieurs qui avez accès à ces données, des urbanistes, des designers, des associations, des écoliers, puissent s'emparer de ce matériau, de cette énergie fantastique pour développer de nouveaux services qui vont servir à ses propres communautés d'intérêt. Et donc je crois qu'en termes de démarche, de co-création de services et de façon de concevoir les services de demain, on est dans un mouvement qui est beaucoup plus profond que de simplement répondre à des exigences, je dirais, réglementaires, parce qu'on aurait payé les données par nos impôts. Évidemment, c'est important, mais ce n'est pas ça le sujet. Et dernier point, pour montrer à quel point l'implication des individus, donc vous en tant que citoyen, vous en tant qu'entrepreneur, vous en tant que collaborateur d'entreprise va être importante, et dans la façon dont vous allez penser, designer, marketer les produits sur lesquels vous travaillerez peut-être demain, il y a cette notion de foule, et c'est une partie élémentaire du big data. S'il y a du big data, c'est parce que chaque individu que nous sommes en tant que tel produisons des données sur nous-mêmes que nous agrégeons à celles des autres. Et je ne peux pas m'empêcher de citer 2 initiatives, et il y en a plein d'autres, mais pour illustrer en tout cas mon propos. L'une, déjà bien connue, peut-être de certains qui travaillent dans le domaine de la donnée géographique. OpenStreetMap, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de Wikipédia de la donnée géographique. Donc c'est complètement libre et ouvert en termes de création de données et de partage. Ce sont des gens qui, vous pouvez contribuer et rajouter des informations, un peu comme vous auriez sur un Google Maps, mais voilà, qui sont celles que vous produisez en fonction de vos propres centres d'intérêt. Et on voit que quand une donnée manque, alors c'est encore un exemple sur le handicap, mais c'est assez frappant parce qu'on voit bien une communauté d'intérêt mal servie par les services publics, finalement, qui va se mettre en capacité de créer elle-même les données. Donc, ils créent des cartoparties. Donc, ce sont des gens qui, animés par, un peu comme les Sherpas des écoles de la data, ici, vont être pris en main et on va aller relever des informations sur la réalité des équipements urbains, par exemple, ou sur la réalité des services proposés par les transporteurs. Donc, on voit effectivement qu'il y a une démarche, cette fois-ci, où l'individu s'implique. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme on l'a vu sur des sujets comme la e-santé, c'est que maintenant les moyens proposés ne sont plus le stylo et la feuille de papier, qui n'aurait aucun sens dans ce cadre-là. On est effectivement sur de la notion de collecte massive en temps réel, où on peut impliquer des foules dans la création de données. Un autre exemple, j'aime bien cet exemple parce que finalement, dans l'ouverture de données, alors c'est un petit peu sur le sujet, je dirais, des notes de frais des députés, qui fait souvent polémique dans la presse. Bon, alors ces données, elles ont été mises à un moment donné en open data, mais sous forme manuscrite, comme vous voyez à gauche, où les gens, comme une note de frais remplie rapidement, on ne peut pas en faire grand-chose, on ne peut pas trop savoir quel type de note de frais on a, etc. Et donc on voit, y compris au cœur, je dirais, de la vie publique, on est à l'Assemblée nationale, des tiers, donc là c'est une association qui s'appelle Regard Citoyen, qui œuvre à ce type de tâches, mais vous êtes, je dirais, libre aujourd'hui de faire ça, et c'est le message que je souhaite vous passer. Vous pouvez prendre toutes les initiatives que vous voulez, ce type-là, sur des sujets qui vous intéressent et qui vous concernent. A pris le parti de mobiliser la foule. Elle a dit, voilà, nous mettons un système assez simple en ligne, nous vous proposons un scan à gauche, aidez-nous à transcrire ça en 0 et en 1 pour que nos machines puissent ensuite les analyser et en sortir des graphiques, des courbes sur les types de dépenses que justifient les députés. Donc on voit que dans la démarche, ce sont des choses qui n'ont rien coûté, quasiment rien coûté, si ce n'est le temps passé par ces individus, et qui ont apporté des bénéfices incroyables. Alors, pour arriver à la conclusion de mon intervention, moi ce que je voudrais dire, c'est que observer les données, observing en anglais, c'est-à-dire les analyser, vraiment faire le tour, on peut les regarder sous tous les angles, ça n'a pas grand intérêt.
Le véritable intérêt aujourd'hui et le changement radical, c'est que finalement, toutes les magnifiques applications dont on a pu parler, que ce soit dans la e-santé, que ce soit dans la maintenance industrielle, etc., elles ne font sens demain que si on les approche transversalement et qu'on se dit qu'est-ce que ça rend comme service à tel ou tel individu, que ce soit un client, encore une fois, ou un citoyen. Et on voit que finalement, ce cercle de l'open data, dans une définition ou un schéma qui était proposé par un cabinet, McKinsey, elle ne cesse de grossir. Elle ne cesse de grossir aujourd'hui quand on fait l'état des lieux, parce que si on sort de la donnée gouvernementale classique et qu'on voit effectivement des laboratoires pharmaceutiques, des transporteurs, des industriels, des retailers qui commencent à partager leurs données pour tout un tas de raisons, soit de transparence, comme Nike par exemple l'a fait depuis longtemps sur ses matières premières, eh bien on démultiplie effectivement les potentiels de développement d'applications. Et ça a un impact fort sur vos métiers de demain. C'est-à-dire que la façon de concevoir un système, ou un produit tout simplement, et un service, puisqu'on ne va le penser que par sa valeur d'usage, avec une chaîne de données potentiellement très complexe, ça va vous obliger aussi, parce que finalement le voisin sera peut-être plus malin que vous, à être assez malin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'informatique et la technologie, on est arrivé à l'ère du low cost. Les ressources sont à la demande sur le cloud, les technologies, beaucoup en open source, sont gratuites, en tout cas faiblement coûteuses en termes d'accès. Donc seule votre créativité et votre capacité à les assembler astucieusement ensemble avec une vraie valeur d'usage fait que vos produits auront une chance, ou vos services auront une chance d'être adoptés par le marché. Donc là, par exemple, c'est intéressant, et je prends souvent des exemples du point de vue des collectivités territoriales, parce qu'on a souvent tendance à stigmatiser les acteurs publics comme étant pas forcément très imaginatifs dans la dépense publique. Mais si vous avez une ville qui doit répondre à certaines obligations, par exemple, pour monitorer le bruit qu'il y a dans sa ville, doit sortir des indicateurs sur le nombre de décibels, sur les carrefours, un certain nombre de lieux passants. Alors, basiquement, un bon industriel qu'on peut être, on va se dire « Ok, génial, on va mettre des capteurs partout, dernière génération. » Ça, c'est un coût faramineux, les capteurs. Installer des capteurs, les installer, les maintenir, les alimenter en énergie, c'est juste absolument pas abordable par une ville, a fortiori de petite ou de moyenne taille. Bon, exactement comme on peut le raconter aujourd'hui, parce que évidemment ça nous concerne tous individuellement sur la e-santé, une ville va pouvoir dire avec un téléphone qui a un micro et qui compte le nombre de décibels, et en équipant mes agents municipaux plus un certain nombre d'acteurs, je vais déployer ça. Alors des exemples comme ça, j'en ai plein. Je ne peux pas résister encore une fois à un dernier exemple qui est issu d'une société que j'aime bien. C'est une start-up de Français qui est à New York, qui s'appelle Placemeter. Et ils se sont dit, voilà, eux, ils sont surtout spécialisés dans l'analyse automatique d'images. Ils savent compter les gens, reconnaître les gens, alors un peu dans le domaine de la sécurité, mais surtout dans le comptage. Puis ils sont allés voir la ville de New York. Et alors, la ville de New York, ça ne manque pas de caméras et de gens qui installent tout un tas de trucs pour monitorer ce qui s'y passe. Et ils ont dit à la ville, écoutez, voilà, ce qu'on vous propose, c'est d'installer avec des espèces de ventouses comme il y a pour tenir les GPS dans les voitures. On va mettre un smartphone, ça va être orienté vers la rue, et puis on va les diriger vers les entrées des magasins. Et on va compter les personnes. Et derrière, on va fabriquer un service qui va la ville, vous donner des indicateurs sur la fréquentation dans les rues, et surtout qui va vous permettre, vous, en tant que ville, de proposer aux commerçants de votre ville des indicateurs sur qui rentre, qui sort, qui passe, à quel moment, donc des indications finalement intéressantes pour un commerçant qui veut savoir à quel moment il doit mettre plus ou moins de vendeurs. Donc on voit que cette notion de gestion collective d'un territoire, la ville c'est un territoire partagé finalement, avec une idée assez astucieuse qui ne coûte rien, quelques smartphones à 50 €, pas des caméras compliquées et coûteuses à déployer, un peu de logiciel, le logiciel est clé évidemment là-dedans, de la data qui transite bien, et donc des acteurs qui travaillent ensemble, on arrive à innover sur des services qu'on n'aurait pas pensé possibles il y a quelques temps. Donc voilà des exemples, j'aurais pu en mettre plein d'autres, d'entreprises aujourd'hui ou d'acteurs chez qui vous travaillerez peut-être demain, avec qui vous travaillez peut-être aujourd'hui, qui sont déjà engagés dans ce mouvement-là. Il y en a d'autres qui ouvrent leurs données, alors pas complètement, qui ont démarré, qui les ouvrent à tous publiquement, qui les ouvrent entre eux. C'est déjà fort quand quelques industriels concurrents s'ouvrent les données entre eux pour travailler des choses ensemble. Donc je pense que voilà le domaine, en tout cas l'environnement dans lequel vous allez travailler, vous travaillez déjà aujourd'hui, vous allez travailler demain en termes de data. J'espère que vous y sentirez bien et que vous serez plus smart qu'outre-Atlantique et que d'ici germeront de belles aventures entrepreneuriales. Merci.